bien bonjour, donc je m'appelle Nicolas Faure, je suis adhérent et administrateur de l'association Gentiana, qui a pour but la connaissance et la protection de la flore sauvage iséroise. Et je viens pour la première fois aux Convergences botaniques et j'y présenterai un travail que j'ai mené avec Alain, un travail qui valorise la base de données de l'association Gentiana pour utiliser en fait des modèles statistiques qui vont être capables de prédire la présence d'espèces végétales, bien sûr, à différents endroits d'Isère, et aussi de construire, en les regroupant, une typologie des communautés végétales qu'on peut trouver dans le département. Voilà. Bonjour, je suis Alain Poirel. Je suis également membre et administrateur de la société Gentiana. Je gère en partie la base de données de cette association. Et j'ai un long passé d'hydroécologue au sein d'une grande entreprise française. Et donc j'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses modélisations hydroécologiques et écologiques. Et donc c'est dans ce cadre qu'on a croisé la base de données d'un côté et la modélisation de l'autre pour arriver au travail dont Nicolas vous a parlé. Bonjour à tous et merci aux organisateurs d'avoir pris le risque de parler de statistiques, voire d'intelligence artificielle ou d'imitation asymptomatique, c'est à peu près la même chose, sur les biotopes, les flores et la végétation de l'Isère. Alors on va faire un petit tour du côté des modèles numériques d'habitat et puis après des modèles de distribution d'espèces avec Nicolas. Ces modèles numériques d'habitat en fait vont chercher des relations écologiques entre des variables diverses et variées, et puis des espèces, des groupes d'espèces, des fonctionnalités comme la production primaire par exemple. C'est des modèles qui ont débuté au précédent millénaire. Ils vont essayer, ils sont utilisés pour prédire les espèces à grande échelle, de voir les modifications de gestion, qu'est-ce qu'on pourrait en attendre, par exemple la température de l'air, de voir des aires d'expansion potentielle d'une espèce souvent exotique. Évidemment, ils ont des limites, comme tous les modèles. Ils vont avoir du mal à prendre en compte la gestion. Ils vont avoir du mal à prendre en compte les événements extrêmes, les feux, divers problèmes qui peuvent arriver sur un territoire donné. Ils ont du mal à reproduire la variabilité, la géodiversité, et puis ils ont encore plus de mal ils font une espèce de moyenne dans tout ce qui est hasard et chaos. Il y a des limites techniques aussi. Choisir les bonnes échelles spatiales et temporelles, trouver des variables qui vont bien, à l'intérieur de ces variables, trouver des mesures qui vont bien, et puis ils éliminent tout ce qui est interaction, interdépendance entre les variables écologiques et les biocénoses. Et enfin, dernière limite pratique, c'est qu'à l'échelle à laquelle on travaille nous, on a des problèmes d'accéder aux variables, de qualité de ces variables, et puis non négligeable aussi de temps de calcul qui peuvent se révéler un peu longs. Le jeu de données sur lequel on a essayé de travailler, c'est la base de données Infloris de Gentiana. C'est beaucoup de données qui sont souvent réparties pas très loin de Grenoble et plutôt dans les montagnes. Mais par contre, quand on regarde les relevés qu'on a faits par rapport au territoire de l'Isère, sur un certain nombre de variables écologiques, précipitation, la pente, exposition, etc., c'est relativement bien représentatif, à quelques pourcents près. Disons que les relevés qui ont été faits représentent bien le territoire isérois. Et ils représentent bien toute la géodiversité du territoire. Et puis, ces 700 000 données sont faites par un nombre relativement faible de contributeurs pour l'essentiel, et pour la plupart des gens qui sont soit des professionnels, soit des gens relativement aguerris. Quand on va passer au biotope, on va se positionner du côté des variables de la géodiversité, avec un postulat un petit peu que les variables écologiques vont être plus importantes que les variables liées à la gestion, qui vont elles-mêmes être supérieures aux variables des aléas. On va appliquer ce qu'on appelle des méthodes du haut vers le bas, c'est-à-dire que là, les satellites vont nous servir.
Et puis, on va essayer de décliner ces informations de large échelle à des pas de temps ou des pas d'espace de plus en plus fins. Évidemment, c'est une version très simplifiée de l'écosystème avec peu d'interactions biotope-biocénose. On ne va pas en prendre en compte les trajectoires temporelles, et puis on va essayer de quantifier ces biotopes au travers de différents paramètres, les paramètres de structure, l'altitude, le modèle numérique de terrain, la granulométrie des sols, de paramètres liés à l'énergie, on va avoir la latitude, la température de l'air, le rayonnement solaire, les paramètres liés à l'eau, la pluie, la neige, les écoulements, les réservoirs d'eau du sol, des paramètres liés aux nutriments, et puis des paramètres éventuellement liés à la toxicité de l'air ou du sol. Évidemment, on est très lié à des couches de systèmes d'information géographique qui vont nous représenter différents paramètres comme là, en premier, c'est le modèle numérique de terrain, donc l'altitude. Ensuite, on a les précipitations, le nombre de jours avec de la neige au sol, la température de l'air, le pourcentage d'argile dans les sols. Et puis, je vous ai mis les NO2 ou NOx, les polluants atmosphériques qu'on voit bien reliés aux grandes agglomérations, Grenoble, Lyon, et puis aux axes routiers qui traversent les territoires et qui, accessoirement, empruntent les vallées. Un petit focus sur la qualité des données, qui est quand même quelque chose de très important, avec trois façons de voir la pluviométrie sur un axe qui va de la Tour du Pin à Briançon, c'est-à-dire qui traverse les Alpes nord au sud à peu près, et puis WorldClim, qui est la courbe bleue régulièrement utilisée, un travail en rouge de l'AgroParisTech qui s'appelle de Sylvae, et puis un travail de l'école d'hydraulique de Grenoble en vert. Donc vous voyez que pour la même information, la pluie, on peut avoir trois façons assez différentes de la voir. L'autre point, c'est de faire un focus sur les métriques, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important dans la température, par exemple. Est-ce qu'il faut regarder le détail de la courbe? Est-ce que c'est la moyenne? Enfin bref, qu'est-ce qu'on va prendre comme paramètre représentatif de la température? Pour se simplifier la vie, en général, on prend la moyenne, même s'il y a des réflexions très intéressantes sur des degrés jour ou des choses comme ça. Le modèle utilisé pour décrire ces biotopes, c'est les cartes de Kohonen. Là aussi, c'est un outil du précédent millénaire, où on va avoir un espèce d'a priori, et on va se dire, finalement, pour représenter mon domaine, je vais prendre un certain nombre de neurones, entre guillemets, qui va essayer de spécialiser à représenter un nombre de points de biotopes donnés, en tirant un petit peu la couverture à lui, puis en entraînant ses voisins avec lui. Et donc, pour l'Isère, on a pris 16 variables, un point tous les 200 mètres pour faire un échantillonnage, et 400 unités cartographiques, qui nous donnent une espèce de carte carrée, comme ça, de 400 éléments, qui vont essayer chacun de tirer la couverture à eux pour représenter les points. Quand on repasse en mode géographique, eh bien, ces 400 unités géographiques, elles dessinent la vallée d'Isère, la grande vallée du Drac, le Nord-Isère, Vercors, Chartreuse et Beldonne. On retrouve un peu des éléments de géographie. Ensuite, sur ces variables, on va appliquer finalement ce modèle aux 700 000 observations de la base de données. Donc on ne fait pas vraiment un calage par espèce. Et puis on peut regarder aussi comment la carte de Kohonen restitue les variables, c'est-à-dire que si on prend là, on est les faibles latitudes, les hautes latitudes, on peut retrouver la montagne, que je retrouve la montagne, elle est quelque part dans la carte, là où il y a de la neige, par exemple. Enfin bref, on peut retrouver une autre vision cartographique de chacune des variables. L'autre intérêt, c'est de voir finalement, quand on met les espèces dans cette carte, est-ce qu'elles habitent beaucoup de nos petites cases, unités cartographiques ou pas? Et on peut avoir une idée de la sténoïcie ou de le SI de chaque espèce. Donc ça a des courbes de cumul. En fait, tout le monde s'accordera à dire que 0% des observations, on va les trouver dans 0% des biotopes. Et 100% des observations sont dans 100% des biotopes. Jusque-là, ça va. Et puis après, on va faire une courbe de cumul classée pour essayer de trouver le fameux 80-20. C'est-à-dire que dans le cas de l'espèce présentée, on a 80% des observations qui tombent dans 20% des cases.
Et puis dans certains cas, ce sera 90-10, 95-5, etc. Donc on peut avoir des idées sur le fait qu'une espèce habite peu ou pas beaucoup de cases. Je vais passer dessus. Ensuite, on peut projeter pour une espèce donnée, finalement, dans la carte de Cohen, on peut mettre tous les points observés. Pour cette espèce-là, Azanegundo, on a un point ici, et puis quelques points là, donc on a 3 ou 4 cases dans lesquelles il habite. Et puis si on reprojette ça côté géographiquement, on va voir qu'il utilise les grandes vallées, les axes routiers, et puis qu'on le retrouve un petit peu ailleurs, mais de manière moins forte. On peut aussi analyser chaque unité cartographique et trouver finalement quel est son profil au niveau des variables. Est-ce que c'est quelque chose d'altitude, de latitude? Est-ce que c'est du bas de pente, au niveau de la crête? Est-ce que c'est des pentes nord, sud, etc. Et puis on peut aussi trouver la liste des espèces qu'on trouve fréquemment dans cette case, mais aussi les espèces qui sont plus caractéristiques de cette case que d'autres espèces. Donc on a 2 listes des espèces qui vont être assez communes à cet espace. Un point relativement intéressant qu'on a découvert en faisant ça, c'est que finalement les biotopes, les espèces qui sont rares habitent des biotopes qui sont rares dans l'Isère. On n'a qu'un seul point quelque part par là de Botricium simplex, et puis quand on regarde en vert là, les quelques points, je vais dire qu'en bleu c'est les glaciers, c'est les zones que le modèle ne s'est pas traité. Et en vert, c'est des points sur lesquels on trouve que ce ne serait pas bête d'aller le chercher. Voilà. Et effectivement, la deuxième station a été trouvée dans ce pavé vert. Pareil pour Polygala exilis, qui est une espèce relativement rare en Isère, qu'on connaît surtout dans ce secteur-là, mais on a quand même des idées que ce ne serait pas idiot d'aller la chercher dans d'autres endroits, si la gestion du territoire est correcte par rapport à l'espèce. Voilà, une troisième espèce avec Antonia alpina. Quelque part, ça se vérifie relativement bien qu'on est dans des endroits rares. Alors l'idée, c'est de valider en fait les données qu'on reçoit dans la base de données grâce à cet outil. Avec le XY, on va trouver les variables écologiques qui vont bien. Avec l'espèce, on extrait la carte. Et puis après, si les variables écologiques tombent dans une case où l'espèce est très représentée, on va dire que c'est très plausible que ce soit bien. Si ça tombe dans une case un petit peu plus claire, on dira bon, c'est assez plausible. Si ça tombe dans une case bleue où on n'a jamais observé, on va se dire que c'est très peu plausible. Et puis on peut aussi trouver que c'est assez bizarre de trouver l'espèce là, donc il faudra peut-être aller valider les données qui ont servi au calage. Donc ça, c'est un processus qui va servir en fait à valider les 30 000 données annuelles qui rentrent dans la base de données, parce qu'on ne va pas les regarder une par une, et de se dire qu'on va focaliser sur celles qui posent problème. Alors, ce n'est pas qu'elles sont fausses, elles peuvent être très intéressantes, elles peuvent être anecdotiques ou erronées. Et elles peuvent être erronées parce que l'espèce est erronée, ou parce que les coordonnées qui ont été saisies sont erronées. Bien. Alors, comment est ce truc? Ouais, ok. Bon, merci Alain. Je vais en prendre la suite. En guise de transition, je vais peut-être dire un mot sur qui on est et qui je suis. Donc je suis, comme Alain, adhérent, administrateur de l'Anciana. Je suis comme Alain, botaniste amateur passionné. Je suis comme Alain aussi ingénieur dans le domaine de la modélisation statistique. À la différence d'Alain, je ne suis pas professionnel de l'écologie. Une certaine naïveté, vous me pardonnerez peut-être. Alors, je vais vous parler d'un travail complémentaire en fait, qui a été fait avec des objectifs assez similaires à celui d'Alain, à ce qu'a présenté Alain, c'est-à-dire déjà être capable de prédire la distribution d'espèces sur un territoire, l'Isère en l'occurrence, qui se base aussi sur la même base de données d'observation, donc telle espèce, tel jour, à tel endroit, qui est la base de Gentiana, et qui va quand même avoir quelques différences. Déjà des différences sur les descripteurs, sur les prédicteurs, donc toutes ces variables géographiques, hydrologiques, géologiques, pédologiques, etc., qui sont légèrement différentes. On ne va pas faire toute la liste des différences, mais je donnerai à travers un exemple ce que ça peut impliquer. Et puis les méthodes, en termes de méthodes de modélisation statistique, qui sont assez différentes, mais on va voir qu'ils aboutissent finalement à des résultats qui peuvent être tout à fait comparables.
Alors, on parle de modélisation statistique depuis tout à l'heure, on n'a pas vraiment défini ce dont il s'agit, et peut-être que tout le monde ne sait pas ce dont il s'agit. Alors, on pourrait disserter très longuement sur ce que c'est, mais l'idée, c'est modélisation statistique en général, hein, c'est apprendre à partir de données. Alors, apprendre, très bien, données, bon, j'allais dire, les données, c'est quoi? C'est les choses qui nous arrivent sous des formes brutes, qui sont souvent très nombreuses, 700 000 données en l'occurrence, dont les structures ne sont pas forcément immédiatement apparentes. Et justement, l'idée de la modélisation statistique, c'est d'apprendre à partir de ça, c'est-à-dire de mettre en évidence des structures, c'est l'objet des statistiques exploratoires, et aussi d'être capable de prédire des choses qu'on peut s'attendre dans un contexte plus général que ces données. Donc c'est l'objet des statistiques inférentielles. Et je précise que voilà, ça se distingue de la modélisation mécanistique, où on va prédire par exemple la chute d'un objet avec une équation. Là, on n'injecte pas de connaissances a priori, on se contente d'observer, empiriquement, on va chercher à détacher, donc sortir des structures et les exploiter. Alors, vous m'entendez bien là parce que ouais. Donc, très concrètement, dans notre cas, on part d'une donnée qui va être, j'ai observé par exemple Stellaria Media, bord de France, à Grenoble. On a des métadonnées, donc on peut utiliser, on a aussi des variables explicatives, des prédicteurs, c'est-à-dire voilà, toutes ces données climatiques, géologiques, que j'évoquais, topographiques, etc., que j'évoquais précédemment. Et ce qu'on va faire finalement, c'est, dans un premier temps, commencer par concevoir un modèle qui, en partant d'un pointage sur la carte où il n'y a pas forcément de données, c'est là où est la généralisation, utiliser ces prédicteurs pour prédire la probabilité d'observation, plutôt que de présence, d'observation de toute la liste d'espèces en ce point-là. De manière fiable autant que possible. Donc, le modèle utilisé, c'est un modèle qui est relativement classique, on va dire, dans la boîte à outils de la modélisation statistique, ce qu'on appelle les forêts aléatoires, les random forests, désolé pour l'anglicisme. Et je ne vais pas décrire en détail, je n'ai pas trop le temps pour comment ça marche, mais très simplement, en fait, le principe, c'est de construire des arbres de décision, qui sont un peu l'analogue des clés économiques qu'on utilise tous pour déterminer, à partir des données ou d'échantillons de données et d'échantillons des prédicteurs. On fait ça plusieurs fois et on construit une forêt finalement d'arbres qui vont, de manière combinée, avoir un résultat beaucoup plus robuste que chaque arbre de décision pris individuellement, et qui vont être capables de discriminer finalement entre les différents milieux, entre guillemets, entre les différentes variables d'entrée, pour être capable de prédire donc, de manière la plus précise possible les probabilités. Donc l'objectif, c'est toujours le même, j'ai déjà décrit. On va l'entraîner sur l'essentiel du jeu de données, mais pas tout. Ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai isolé quelques observateurs, en fait, qui peuvent avoir des pratiques différentes d'ailleurs, et pour voir si on est capable justement de généraliser à des cas qui n'ont pas été vus du tout pendant l'apprentissage, ce qui permet de valider les performances du modèle. Et donc j'ai appliqué sur le territoire de l'Isère et un peu au-delà. Il ne s'agit pas d'aller jusqu'à Montpellier, mais au moins une bande de 10 km qui permet là encore d'évaluer la capacité à généraliser par rapport à des choses qui ne sont pas dans la base de données, mais dont on a la connaissance déjà sur les territoires limitrophes. Voilà, donc l'outil utilisé, je précise, ça a été développé ici, à Montpellier, par une équipe de l'INRIA qui s'appelle Zénith, qui est en train de changer de nom. Et c'est un module qui s'appelle Malpolon, du nom de la célèbre couleuvre locale, et qui est en Python, et qui permet de mettre en œuvre assez facilement, je trouve que c'est très bien fait, tous les outils, et notamment la forêt aléatoire, mais aussi des réseaux de neurones convolutifs, qui permettent de réaliser ce genre de prédiction. Donc je fais un peu de publicité pour cet outil qui est vraiment remarquable. Alors, les performances, on peut les mesurer justement avec le jeu de test. Alors, on n'a pas toujours les contrastes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, j'ai isolé les 1200 taxons, de flore vasculaire, bien sûr, les plus communs dans notre base. Et je regarde les performances du modèle sur ces 1200 taxons. C'est-à-dire que le modèle prédit finalement un rang pour les différents taxons en un point donné. Et si on sent un point, qu'on prend une observation, par exemple, de Martin Kopf, et si jamais le modèle, l'observation effectivement faite par Martin en ce point-là est la plus probable vue par le modèle, ça donnera un point ici, et si c'est la moins probable, la 1200e, ça donnera un point ici. Donc on voit que si on est en dessous de la barre des 600, le modèle fait mieux que le hasard, déjà. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe, ça c'est dans le jeu d'apprentissage, dans le jeu de test, c'est-à-dire des choses qui n'ont jamais été vues au cours de l'apprentissage. Si on isole par exemple 3 observateurs, qui sont des observateurs expérimentés, qui sont tous les 3 dans la salle d'ailleurs, on prend par exemple Anaïs,
on voit que 75% de ces observations sont prédites dans les à peu près 150 premières espèces par le modèle. Donc en ce point-là, à noter que ce point, c'est pas exactement un point, parce qu'on a une résolution qui va être de l'ordre de 200 mètres pour la plupart des descripteurs. Et dans un carré de 200 mètres, finalement, on va avoir 150 espèces, c'est pas vraiment un scandale. Donc on peut dire que le modèle prédit relativement bien. Il y a un peu de surapprentissage, c'est-à-dire que c'est moins bien sur le jeu de test, mais c'est quand même relativement performant. Et après, ce qu'on peut faire, c'est de projeter finalement ces prédictions sur une carte. Ce qu'on va faire ici, donc là on retrouve l'érable Negundo qu'Alain avait présenté tout à l'heure. L'érable américain qui s'est naturalisé en France, comme partout dans le monde tempéré d'ailleurs, et qui est connu, on va le trouver en ville, on va le trouver le long, c'est bien connu, le long dans les ripisylves, le long des axes, le long des cours d'eau. Et voilà, les points rouges correspondent à toutes les données effectives. Hein. Et les zones en carte de chaleur, là, correspondent aux prédictions du modèle. Et là, on voit bien que le modèle prédit relativement bien. On retrouve le réseau hydrographique, le modèle a compris, entre guillemets, que l'espèce était bien attendue le long du réseau hydrographique, notamment le cours moyen du Rhône, ici, qui est à la limite de l'Isère, où il y a très peu de données, et où le modèle prédit tout à fait une probabilité de présence qui est tout à fait plausible, en l'occurrence pour l'espèce. On peut jouer à comparer ce qu'Alain a fait, de ce que j'ai fait, avec une méthodologie différente. Ça, c'est la carte qu'il a présentée tout à l'heure. On retrouve le réseau hydrographique, absolument, ici. Et on voit une petite différence quand même là, cette zone rouge là, où le modèle d'Alain prédit les choses de manière très très probable, c'est l'autoroute en fait entre Grenoble et Lyon. Et il est capable de le faire notamment parce que son modèle intègre des prédicteurs qui ne sont pas dans le mien, qui sont des prédicteurs de polluants NO2, je crois, des NOx, et qui vont être une bonne signature finalement des axes de communication. Et cette espèce est aussi connue pour se propager le long des axes de communication. D'ailleurs, on a un point de données ici qui est mal rendu par mon modèle et qui est plutôt bien rendu par le modèle d'Alain. Donc ça illustre bien l'importance des variables d'entrée, puisque avec les données en général, pour apprendre correctement un modèle, indépendamment de la méthode utilisée. Deuxième exemple, ce sera le dernier, parce qu'on va passer en revue toute la flore iséroise. On reprend la Terne, qui est bien connue, il y en a beaucoup ici près de Montpellier. À Grenoble, ou en Isère, il y en a beaucoup moins déjà, puisqu'il est en limite nord de répartition, au moins ses longitudes. Et on a beaucoup qui vont être localisés notamment sur les coteaux isérothermophiles près de Grenoble. Et un point qui est intéressant, c'est qu'on a une prédiction dans cette zone-là par le modèle où il n'y a pas de données pour la simple raison que c'est en Savoie. Et effectivement, c'est connu. Il est connu comme étant présent ici. Et là, elle arrive vraiment à être toute limite nord de son aire de répartition. Je crois qu'il y en a encore un peu ici. Et après, c'est terminé. Donc voilà. Généralisation qui est plutôt intéressante, non pas au niveau de l'observateur, mais au niveau du territoire cette fois-ci. Alors j'arrive au bout au niveau du temps, je vais essayer d'aller vite. Ce qu'on peut faire, que ce soit avec c'est regrouper finalement les prédictions du modèle en paquets, cluster en jargon. Donc finalement c'est analogue de ce que fait Alain, c'est-à-dire qu'Alain va commencer par regrouper finalement les différents descripteurs en paquets justement, donc c'est ces fameux neurones de la carte de Cohen. Et ensuite, va utiliser ça comme un dictionnaire pour construire une prédiction de présence des espèces. Ce que je fais finalement, c'est que je commence par apprendre un prédicteur, et ensuite je regroupe en paquet pour avoir une description finalement des milieux tels que prédits par le modèle. Enfin, des milieux. Des communautés végétales, je pense que ça sera beaucoup plus précis, plus correct. Donc ici, on va retrouver des clusters. Alors là, il n'y a pas de sous-supervision, mais on va retrouver des choses où les espèces les plus communes attendues, c'est les Vaccinum myrtillus, donc c'est différents types de Landa-myrtille. Ici, j'ai isolé aussi des choses qui vont être plutôt des tourbières d'altitude, qu'on a beaucoup en Orbelldom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a un cluster qui s'est isolé, là, un paquet qui s'est isolé, qui correspond à effectivement une zone qui est très très particulière dans le territoire isérois, qui est la tourbière du plateau de l'Arcel, et qui effectivement héberge des espèces qu'on ne trouve que là en Isère. Donc le modèle a été capable de mettre en évidence des choses qui peuvent être donc des communautés végétales qu'on pourrait associer à des milieux, et qui sont effectivement connus comme tout à fait originaux par ailleurs. Voilà. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? On peut prédire assez bien les espèces qu'on peut s'attendre, ou les taxons, qu'on peut s'attendre à observer dans un rayon, pas en un point, mais dans un rayon de 200 mètres, on va dire, c'est lié à la résolution de nos données actuellement, en Isère et alentour. On peut générer des cartes de répartition potentielles qui sont réalistes. On peut faire de la typologie des communautés végétales. Et, Alain l'a cité tout à l'heure, on peut aussi jouer à détecter des données atypiques.
Ces données qui peuvent être soit des données fausses, soit des données au contraire intéressantes d'une espèce qu'on va retrouver un peu en dehors de son écologie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, on peut toujours aller plus loin, on peut déjà tâcher avec amour d'améliorer le modèle, pour paraphraser Boris Vian, notamment utiliser des modèles de type réseau de neurones convolutifs qu'ils ont proposés par le package Malpolon. On peut, et c'est surtout le plus important, travailler sur les données. Donc justement, faire tout ce travail de nettoyage des données en détectant des données atypiques, éventuellement en corrigeant, et aussi le travail de correction des biais, car il y en a dans toutes les bases de données. C'est vraiment ça le nerf de la guerre, et c'est la donnée qui fait la différence. Voilà, et puis après, je pense qu'il y a peut-être une petite frustration aujourd'hui, parce que les communautés végétales qui ont décrit ces fameux paquets, ce serait intéressant, c'est de les mettre en lien avec la littérature. Par exemple, avec l'ouvrage de Jean-Charles Villaret du CBNA sur les milieux qu'on peut trouver dans les Alpes. Et ça, c'est possible en principe. Si on n'a pas encore fait, c'est simplement initialiser nos paquets sur des communautés végétales qui sont déjà décrites dans la littérature pour pouvoir faire un lien qui soit plus univoque, on va dire, entre les deux. Évidemment, il y a des perspectives, donc on peut mettre en évidence l'importance finalement des variables pour évaluer la préférence écologique d'une espèce, ou ce qu'on pourrait appeler le milieu, c'est-à-dire les variables explicatives qui peuvent être corrélées avec une communauté végétale, donc quelles vont être les variables qui vont être importantes pour qu'une communauté végétale s'installe ou non. On peut mettre en évidence des espèces indicatrices, des espèces qui sont plus enrichies, entre guillemets, dans un milieu ou dans un paquet donné par rapport au reste du territoire. Et puis ce qu'on peut faire également, Alain l'a évoqué, orienter des recherches. Orienter des recherches, c'est repérer une zone qui est prédite par le modèle comme étant une zone tout à fait accueillante, on va dire, pour une espèce, mais où il y a très peu de prospection. Ce qui permet potentiellement d'enrichir notre base et d'enclencher un cercle vertueux qui permet d'améliorer nos données, et ainsi de suite. Et voilà, donc c'est un peu l'objectif programmatique qu'on se fixe pour l'association en utilisant ces outils. Voilà. Pour finir, j'ai un peu débordé, je suis désolé. Je vais remercier les organisateurs, l'ASBOC et les partenaires de nous avoir permis de nous exprimer et de présenter ce travail. Remercier François Munoz qui est ici, qui nous a apporté un soutien méthodologique important. Remercier l'équipe de l'INRIA également, et aussi, parce que les données c'est toujours très important, remercier les contributeurs de cette base de données de qualité qui, je pense, est intéressante et pourra être valorisée dans l'avenir. Voilà. Personne. J'avais une question par rapport compte tenu des interactions qui existent dans les communautés végétales et dans leur habitat. Est-ce que nous pouvons utiliser en complémentarité une approche bayésienne pour la prédiction de la distribution? Alors oui, en principe, oui. Pour faire court. Le problème en statistique, c'est qu'on peut toujours tout faire. Et qu'on peut toujours changer de modèle ou rajouter des choses au modèle en le complexifiant, en augmentant les temps de calcul. Après, il faut voir par rapport aux données dont on dispose, est-ce que ça offre un intérêt ou est-ce qu'on va faire ce qu'on appelle du surapprentissage, c'est-à-dire être capable de bien retrouver les données qu'on a donné à manger au modèle, mais il sera incapable de prédire à l'extérieur de son domaine d'apprentissage. Donc il y a toujours une espèce de crête en fait entre le surapprentissage, trop de données ou trop de modèles finalement. Il faut trouver un juste milieu. Et puis il y a quand même des problèmes de temps de calcul pour des amateurs comme nous. On travaille avec nos petits PC, donc on n'a pas accès à des supercalculateurs pour faire des choses qui coûteraient beaucoup de carbone d'ailleurs pour peut-être peu d'informations. Vous avez parlé de sources de données, les bases Gentiana. On est sur le territoire du CBNA. Est-ce que c'est les mêmes données qu'il y a dans le CBNA? Ou si ce ne sont pas les mêmes, est-ce qu'on n'a pas un valeur test avec les données du CBNA en excluant celles qui sont communes pour regarder si les prédictions que vous faites sont valables sur un autre jeu de données, comme vous avez parlé de tests que je n'ai pas vu tout à l'heure? Les données de Gentiana sont versées de manière régulière au CBNA. Donc ça, elle participe au jeu, à la connaissance commune, et puis elle remonte ensuite jusqu'au GBIF. Après, moi j'ai testé plutôt ce genre d'outils en récupérant les informations du GBIF, puisqu'il y a des outils très pratiques informatiques pour extraire de la donnée, ou de la donnée de muséum, enfin des données de partenaires fiables,
pour éviter de taper sur des bases de données comme iNaturalist ou des choses où on trouve du très bon et aussi du très mauvais. Donc voilà, on a un peu testé, mais on n'a pas été très loin, faute de temps pour le moment.